Bonjour à tous. Vous avez certainement entendu parler de la fin des hôtesses sur le Tour de France. Vous savez, ces jolies filles qui offraient un bouquet de fleurs en faisant la bise au vainqueur d'étape. Eh bien, nos chers amis aux cheveux bleus ont décidé que cette pratique était sexiste et dégradante pour les femmes et que cette tradition barbare d'un autre temps devait cesser. Avant d'aller plus loin, je souhaitais saluer Cyril Campher d'Hebdo 39 qui m'a envoyé son excellent éditorial qui s'intitule « La bise du vainqueur » que vous trouverez dans la description de cette vidéo. Je vous invite à aller sur la page de cet article afin de booster son référencement et d'encourager par la même occasion ce travail. Vous trouverez aussi en lien dans la description de cette même vidéo la retranscription de l'entretien que j'ai donné à Hebdo 39 au sujet de mon travail et de mon livre. Sans plus tarder, je vous lis un petit extrait de cet excellent article. Le temps où les coureurs se retrouvaient entourés par deux charmantes hôtesses est révolu. Il y aura désormais à leur côté une femme et un homme, ou un homme et une femme. Dictature de l'égalité de formulation quand tu nous tiens. Pour autant, l'immense majorité des hôtesses sont unanimes à fustiger cette décision qui ne prend aucunement en compte leur avis et les prive d'un travail, oui, c'est un travail, qu'elles apprécient et qui les valorise. Surtout, c'est oublier que de magnifiques histoires d'amour ont vu le jour sur les podiums entre hôtesses et coureurs, à l'image de Christophe Moreau qui a rencontré sa future épouse Émilie lors du Tour de France 2000. Pour l'anecdote, le Franc-Comtois accomplit l'année suivante la seule entorse protocolaire connue de l'histoire de la Grande Boucle en déposant un baiser sur la bouche de sa belle lorsqu'il montait chercher son maillot jaune sur le podium de Dunkerque. Comme nous le dit si bien Cyril, les hôtesses sont les premières à regretter cette décision, et il en est autant pour le Tour de France que pour la Formule 1 quelques années plus tôt qui a connu le même sort. Question: pourquoi priver les femmes d'un métier facile? Pourquoi les féministes s'attaquent-elles à ce métier d'hôtesse, qui est à la base un métier pas pénible, valorisant pour les femmes, qui leur servait ou de petits boulots pour payer leurs études qu'elles faisaient pendant l'été ou pendant une saison, ou d'un tremplin qui leur ouvrirait les portes du mannequinat, parce que l'exposition que peut offrir la Formule 1 ou le Tour de France permettrait de se faire repérer par une agence, permettrait aujourd'hui dans le monde d'Instagram, d'Internet, où tout le monde peut devenir une star, eh bien la gonzesse qui s'affiche quelques minutes au départ d'une grille, sur la grille d'un départ de Formule 1, ou sur le podium d'un Tour de France avec des millions de personnes qui ont les yeux braqués sur leur télé, eh bien c'est un tremplin vers plein de choses. Et les femmes ne peuvent imaginer de meilleures occasions pour se faire repérer. Eh bien, les féministes ont décidé que ce truc-là était dégradant, que ce truc-là objectivisait la femme, que ce truc-là était absolument à neutraliser parce que c'est un outil d'exploitation de la gente féminine. Et là, on peut encore poser la question dans l'absolu, mais qu'est-ce qui est dégradant ? Et qu'est-ce qui ne l'est pas? Parce que là, encore une fois, c'est totalement subjectif. Ce qui est dégradant pour les féministes peut paraître tout à fait normal pour moi, et ce que les féministes ne considèrent pas comme dégradant peut paraître absolument dégradant pour moi. Par exemple, ce que je trouve dégradant, ou l'un des métiers que je trouve le plus dégradant pour les femmes, c'est le métier de caissière. Peu de gens réalisent à quel point ce métier est violent, peu de gens réalisent à quel point ce métier est dur. J'ai eu l'occasion de fréquenter ce milieu pendant mes études, à une époque où je faisais le roller dans les grandes surfaces pour payer mes études. Vous savez, le roller, c'est le mec qui est dans le supermarché, qui a un talkie-walkie et qui vérifie les prix. Donc quand un truc ne passe pas en caisse, on reçoit un appel et on va vérifier dans le rayon combien ça coûte. Et moi je faisais ça pendant mes études, j'ai fait ça pendant 2 ans et demi. Je faisais ça à mi-temps pendant l'année et je faisais ça à plein temps en été. Et pendant ces 2 années, j'ai fréquenté beaucoup de caissières et j'ai vu aussi ce qu'était la vie de caissière. J'ai découvert les maladies chroniques qu'elles avaient.
j'ai découvert que certaines avaient plein de maladies chroniques qui étaient dues à la position. À l'époque, elles étaient toutes assises dans la même position, elles ne changeaient pas de caisse, et donc lorsqu'elles tiraient des packs d'eau ou des articles de la main gauche, eh bien elles faisaient ça pendant des années. Et au bout de 10, 15, 20 ans, eh bien elles ont la main gauche complètement paralysée. Elles prennent toutes des cachetons pour atténuer la douleur. Je voyais certaines arriver en Minerve pour se soutenir le cou parce qu'elles avaient la colonne vertébrale complètement explosée. Je ne vais pas rentrer dans les détails de toutes les maladies que ces femmes avaient, mais c'est extrêmement violent et j'imaginais pas ça avant de travailler dans ce milieu. J'imaginais pas qu'elles pouvaient subir autant de violence physique parce que quand tu vois ça comme un consommateur, le mec qui va une fois par semaine au supermarché, tu dis, bon, c'est des gonzesses qui prennent de l'argent, qui encaissent, qui font passer des articles, mais tu réalises pas que physiquement, même le petit geste anodin, prendre un article à droite, le déposer à gauche, que tu refais jour après jour pendant 20 ans, même ce truc-là, eh bien, à force, ça te massacre le corps, parce qu'on n'est pas fait pour ça. Il n'y a pas de singe dans la nature qui prend un article à droite, qui le dépose à gauche mécaniquement pendant 20 ans. Il y a que la connerie humaine pour inventer un truc pareil. Ou plutôt, il n'y a que l'esclavagisme moderne pour inventer un truc pareil, parce qu'on le sait quelque part, ou plutôt les gens qui possèdent tous ces grands supermarchés, ils savent très bien que c'est des métiers d'esclaves, que c'est des métiers de débiles. Mais bon, la logique, elle est marchande, elle n'est pas humaine. Par contre, vous ne verrez aucune féministe mettre le nez dans ce milieu des caissières, mettre le nez dans les petits boulots et aller voir ce que vivent réellement ces femmes. Elles vont pas faire ça, elles vont aller s'attaquer à un milieu hyper facile, à un métier hyper facile, où les femmes sont payées pour être debout, faire la bise, porter un bouquet de fleurs pendant quelques heures, quelques mois par an. Elles vont attaquer ce truc-là et elles vont dire « Ah, ça c'est dégradant pour la femme. Ça c'est dégradant pour la femme. Non, pas les femmes de ménage, ça c'est très bien, ça c'est pas dégradant. Pas les caissières, non, ça c'est pas dégradant, ça, on s'en fout. La meuf qui récure les chiottes à quatre pattes, non, ça c'est bien ça c'est bien. Mais l'hôtesse, non, ça c'est horrible, ça c'est la femme objet, ça c'est humiliant, ça c'est horrible. » Et la raison en est simple, c'est que les féministes travaillent pour le marché, elles s'en branlent des femmes, elles s'en branlent de la condition féminine. Quand une féministe bourgeoise est assise et qu'il y a une femme qui fait le ménage dans une gare, dans un hôpital, ben la petite bourgeoise, elle lève ses pieds, elle laisse la femme nettoyer sous ses pieds et elle repose ses pieds en continuant à lire son journal ou son téléphone. Elle s'en branle de la femme de ménage. Lorsque la petite bourgeoise descend récupérer son courrier chez sa concierge portugaise, elle s'en branle de sa concierge. Et vous aurez compris que le problème des féministes, c'est pas vraiment la condition de la femme, parce qu'il y aurait, si vraiment dans l'absolu c'est ça qui les intéressait, il y a plein de métiers difficiles, il y a plein de domaines où elles pourraient éventuellement faire quelque chose, parce qu'en plus elles ont que ça à foutre. Mais non, elles vont s'attaquer aux trucs qui marchent. Et vous verrez d'ailleurs que les féministes et tout ce qui gravite autour ne s'intéressent jamais aux vrais problèmes. Elles s'intéressent à la théorie du genre, elles s'intéressent à des harcèlements qui n'existent pas pour la plupart. Et vous verrez que les féministes ne touchent jamais les sujets sérieux, elles ne touchent jamais tout ce qui concerne le marché, le capital et les grandes industries, parce que quelque part, c'est eux qui les payent, c'est eux qui les financent. Il faut bien comprendre que la féministe, c'est pas un électron libre qui se balade dans la nature. Alors, il y a deux types de féministes. Il y a celles qui sont payées et il y a les idiotes utiles. Les idiotes utiles, c'est celles qui font ça gratuitement. Elles font ça sur Internet, elles ont des chaînes YouTube, elles grattent 400, 500 balles sur YouTube et elles passent leur vie à défendre cette cause sans vraiment faire de la thune. Et t'as celles qui sont payées, du type Marlène Schiappa, Caroline de Haas. Ça, c'est des féministes qui sont payées et vous allez me dire comment ? Eh bien, à part celles qui rentrent dans le gouvernement, qui font de la politique et qui ont un salaire. Certaines sont salariées de l'État, Marlène Schiappa, et d'autres, eh bien, elles créent des fondations. Tu crées une fondation, n'importe laquelle, pour le harcèlement, ou plutôt contre le harcèlement, une association des droits des femmes, tout ce que tu veux, et tu te fais financer par l'État.
Vous savez que fin 2019, les associations pour l'égalité homme-femme ou les associations féministes dans leur ensemble ont demandé 1 milliard d'euros pour la lutte contre les violences conjugales. 1 milliard d'euros. 1 milliard d'euros, mais comment ils vont les dépenser ? Comment tu vas dépenser 1 milliard pour la lutte contre les violences conjugales ? Vous avez compris que tout ça, c'est de l'esbrouf. Vous avez compris que tout ça, c'est quelque part, ces fondations, elles vont simplement, ou plutôt ces associations, elles vont simplement être payées par l'État, elles vont se mettre directrices de ces associations, ces gonzesses du type Caroline de Haas. Ça se fait inviter par une radio, ça balance une connerie du type 2 hommes sur 3 ou 3 hommes sur 4 sont des harceleurs, ça fait le buzz, on s'intéresse à elles, l'État lui balance un peu de thunes, et voilà comment elles vivent. C'est un business à la base. Ces femmes n'ont jamais demandé 1 milliard d'euros pour aider les femmes SDF, ou pour aider les femmes en difficulté, ou pour aider les femmes qui dorment dans la rue. Il n'y en a pas beaucoup. La majorité des SDF sont des hommes. Mais bon, essayons de rester dans leur logique, tu vois. Elles n'ont jamais demandé 1 milliard d'euros pour les restos du cœur. Les restos du cœur, il faut imaginer que la seule association qui sert de la bouffe aux pauvres en hiver a été créée par un comique. Le mec est un comique. Coluche, à la base, c'est un mec qui faisait rire, c'est tout. Il n'était pas là pour sauver des vies ou sauver les gens. Eh bien, même lui, il a réussi à faire ce que l'État ou ce que les associations féministes n'ont jamais fait. Il s'est dit, ben voilà, on va faire un spectacle et avec l'argent récolté, on va servir des plats chauds en hiver. Entreprise individuelle à laquelle personne n'a pensé. Il a fallu que ce soit un comique, un mec qui fait rire les gens. Et là, tu te dis, les féministes, il n'y en a aucune qui demande 1 milliard pour servir des plats chauds en hiver. Non, elles demandent 1 milliard pour lutter contre la violence conjugale. Et donc, vous avez bien compris que c'est un business. C'est ça qu'il faut comprendre, c'est que le féminisme, c'est une économie. Très peu de ces femmes sont réellement convaincues. Encore une fois, il y a les idiotes utiles qui, elles, sont convaincues, et c'est celles que vous verrez sur YouTube. En fait, les vraies féministes convaincues, c'est celles qui touchent pas de thunes, et c'est celles qui vont très mal finir, parce qu'en fait, les Marlène Schiappa, les Caroline de Haas, elles vont toutes s'acheter 2-3 baraques, elles vont investir avec l'argent qu'elles vont faire pendant les 4-5 ans où elles feront le buzz, elles vont siphonner leur fondation, ce milliard d'euros, il va bien aller quelque part, et elles vont se mettre à l'abri, et la plupart sont des petites bourgeoises. Celles qui vont se faire avoir, c'est les femmes du quotidien qui ont basculé dans le féminisme parce qu'on leur a monté le cerveau et qui vont se retrouver à 35, 40, 45 piges sans rien, quoi, sans argent, sans métier. Une fois que tu t'es tatoué le corps de la tête aux pieds, que tu as les cheveux roses, bleus, verts, va essayer de trouver un boulot ou va essayer de te réinsérer. C'est comme une fois que tu as montré ton cul sur OnlyFans, va essayer de bosser après ça. Et il y a une armée comme ça d'idiotes utiles du féminisme qui vont très mal finir. Et à la limite, je vais peut-être vous choquer en disant ça, à la limite, j'ai plus de respect pour Marlène Schiappa et Caroline de Haas. Pourquoi ? Parce qu'elles ont une mentalité business et elles utilisent le féminisme pour s'en foutre plein les poches. Et la raison pour laquelle j'ai du respect pour elles, c'est qu'elles ne sont pas connes. C'est un business. Elles s'en foutent plein les poches. Elles enculent la terre entière et elles vont partir avec un petit pactole. Celles pour lesquelles je n'ai aucun respect, c'est celles qui ne profitent même pas financièrement du féminisme. C'est les connes qui n'ont même pas l'intelligence, c'est-à-dire qu'elles sont féministes, mais elles n'ont même pas l'intelligence des Schiappa et compagnie, qui, elles, en profitent au passage pour gratter un petit billet. C'est-à-dire que ce qu'elles font, c'est fondamentalement mal, c'est fondamentalement mensonger. La Caroline de Haas, quand elle dit que 2 hommes sur 3 sont des violeurs, je ne me souviens plus la statistique qu'elle a donnée, mais un truc abject, faux, mensonger, 3 hommes sur 4 sont des harceleurs, elle avait balancé ça, et elle sait très bien que c'est faux, elle sait très bien que c'est un mensonge. Mais derrière, elle a sa petite fondation, elle est directrice de sa fondation, elle sait qu'il y a un budget d'1 milliard qui arrive, elle se met présidente de sa fondation à 15 000 balles par mois, elle fait ça pendant 5 ans, puis elle disparaît, puis t'entends plus parler de cette gonzesse. Et si ça se trouve, chez elle, elle fait le ménage, elle est à 4 pattes, elle fait la cuisine, tout va bien, quoi. Il y a pas de problème féministe, si tu veux. C'est une question de thunes, c'est une question d'argent. Et il faut comprendre que le féminisme, c'est un business. C'est un business plan, c'est une niche comme une autre.
Aujourd'hui, on sait que c'est la pleurniche qui paye, c'est la pleurniche qui rapporte. Et il y a une époque où pour gagner de la thune, fallait être valeureux, fallait travailler, fallait se lever tôt, fallait être courageux, fallait développer du travail physique ou intellectuel, mais fallait produire quelque chose. Aujourd'hui, pour gagner de la thune, il faut pleurnicher. Après, tu choisis ta niche. Donc, tu as la niche féministe, t'as la niche Black Lives Matters, t'as la niche égalitariste. Prends n'importe quelle niche que tu veux. Tu peux choisir aidons les migrants ou réinsertion, intégration des migrants. Tu prends n'importe quel truc à la mode, un truc bien à gauche, bien égalitaire. Tu crées une fondation, t'attends que l'État te repère, je sais pas, tu vas chialer dans une radio, essaye de te faire repérer et tu vas gratter ton petit billet. C'est la tendance en Europe, c'est la tendance. C'est devenu la civilisation de la pleurniche. Ouin, j'ai souffert, j'ai mal au fion, donne-moi un petit billet. Et ce qui est connu de l'idéologie féministe ou de la secte féministe, ce qui est connu, c'est son combat contre la masculinité, contre le patriarcat, contre la tradition, contre l'ordre établi. Mais ce qui est moins connu, ou du moins ce qui est moins visible et moins évident, c'est son combat contre la féminité. Le combat féministe contre la féminité, contre la beauté, contre l'élégance, contre l'harmonie. Pour résumer, les féministes détestent les jolies filles. Et vous allez me dire, mais pourquoi ? Pourquoi les féministes qui luttent pour les femmes détestent les jolies gonzesses, détestent les jeunes et jolies femmes ? Eh bien, parce que les jolies filles sont tout ce que les féministes ne seront jamais. Elles sont belles, elles sont attirantes, elles sont aimées et courtisées par les hommes. Et depuis la cour de récréation, les jolies filles ont la vie facile. On leur offre des bonbons, on leur propose de faire leurs devoirs, on les invite à nos anniversaires. Alors que la petite grosse, la future féministe, souffre dans son coin. Personne ne lui offre de bonbons, on ne l'invite pas aux anniversaires et encore moins aux soirées plus tard. Aucun homme ne lui a jamais souri, aucun homme ne l'a jamais courtisée, aucun homme ne s'est jamais battu pour elle. Et pour cette raison, la féministe va détester cet homme. Elle va détester cet homme qui n'avait Dieu que pour les belles gosses et elle va détester par la même occasion les jolies filles. Et finalement, la féministe n'est-elle pas le pendant féminin de l'incel, de la célibataire involontaire qui rend le monde responsable de sa misère? Et donc cette femme hargneuse, cette femme qui a eu la vie difficile, cette femme qui n'aime pas les hommes parce que les hommes ne l'ont pas aimée, parce que les hommes ne l'ont pas courtisée, cette femme qui déteste les jolies femmes, qui déteste les hommes, qui déteste la beauté, elle va se venger. Elle va se venger en rendant la vie difficile aux hommes, mais en rendant aussi la vie difficile aux jolies filles. Et voilà pourquoi elle s'attaque au métier d'hôtesse, voilà pourquoi, sous couvert de sentiments égalitaristes, sous couvert de protéger les femmes, de les extraire de ce métier dégradant, comme elles le disent, elle contribue à mettre les jolies filles au chômage, elle contribue à priver les jolies filles des métiers faciles pour qu'elles aillent faire la caissière, la femme de ménage, qu'elles finissent sur OnlyFans ou qu'elles finissent sur un plateau de tournage de films porno, parce qu'il va lui rester quoi à cette jolie fille ? Parce que on peut imaginer que ces interdictions vont se développer. Bientôt, les mannequins lingerie seront interdites aussi. Parce que la Redoute, c'est les femmes objets, quoi. Hein. Le catalogue de la Redoute, les soutifs, les femmes à moitié nues pour vendre de la lingerie. Tout ça, on dira bientôt que c'est dégradant. Et on foutra comme ça toutes les jeunes et jolies femmes au chômage et elles n'auront que ou les métiers pénibles si elles ne sont pas assez jolies, elles vont se retrouver à faire, comme je le disais, caissière et femme de ménage, ou elles vont tomber dans, si elles sont assez belles, si elles ont une plastique suffisamment vendeuse, elles vont se retrouver sur OnlyFans pour essayer de gratter un peu d'argent et de s'en sortir. Et la réflexion philosophique que je me suis fait récemment, c'était de me dire, est-ce que, au bout du bout, est-ce que lorsqu'on sera allé au bout de cette dégénérescence, est-ce que lorsqu'on sera arrivé au stade terminal du féminisme, parce qu'on n'est pas encore à la fin, mais est-ce qu'on aura passé toute la logique, on sera allé au bout de la logique, parce qu'il faut savoir que ce truc-là, ça a commencé avec des petites manifs gentilles, ça a commencé avec les suffragettes, on veut le droit de vote, on veut avoir les mêmes droits juridiques que les hommes, et ça, à la limite, à l'époque, bon, tu peux te dire...
elle milite pour un truc, pourquoi pas? Elle ne demandait pas l'égalité absolue avec les hommes, elles n'ont jamais demandé ça. Elle demandait une égalité juridique, de pouvoir voter, de pouvoir voyager sans avoir l'autorisation du mari ou du papa, de pouvoir ouvrir un compte bancaire sans la signature du mari, etc. Et tu te dis, à la limite, ça reste un combat qui était vraiment sur le terrain des droits. Et on n'était pas dans un égalitarisme où les femmes essayaient de dire mais on est comme vous, on peut porter des objets lourds, on peut travailler sur les chantiers, on peut faire les mêmes trucs que vous, qui est le délire féministe d'aujourd'hui. Et depuis d'ailleurs qu'on a ouvert les chantiers aux femmes, il n'y en a aucune qui veut venir. Il n'y en a aucune qui veut venir. Elles préfèrent tout aller sur OnlyFans ou sur Instagram ou faire des trucs faciles. Il faut arrêter. Les femmes n'en veulent pas. Elles peuvent faire agriculteur, elles peuvent travailler les champs, elles peuvent aller sur les chantiers et on a plein d'initiatives pour encourager les femmes et on les attend. Il n'y en a aucune qui veut venir poser des parpaings à 7h du matin parce que c'est crevant. Donc les femmes n'en veulent pas de ces métiers-là. On aura beau mettre sur un bout de papier les hommes et les femmes sont égaux, les hommes sont sur les chantiers et les femmes sont sur Instagram. Et ça changera jamais. C'est comme ça, c'est la nature. On ne peut pas lutter contre la nature des choses. Mais pour revenir à ce que je disais, les revendications du féminisme embryonnaire, au départ, pourquoi pas? On pourrait éventuellement comprendre, même si on n'adhère pas forcément, mais on peut éventuellement comprendre. Ensuite, c'est passé à l'égalité tout court. Hommes et femmes sont pareils, on veut les mêmes salaires, on veut les mêmes machins, alors qu'à la base, les salaires sont identiques. À métier égal, les salaires sont identiques. La seule raison pour laquelle les hommes gagnent plus que les femmes, c'est qu'ils font des métiers beaucoup plus difficiles, beaucoup plus techniques que les femmes ne font pas. Encore une fois, des métiers de chef de chantier ou de directeur de travaux en Angleterre, il y en a en pagaille. Et le truc, c'est payé entre 100 000 et 150 000 livres sterling. Ça dépend des chantiers, ça dépend des boîtes. Mais ça fait partie de la tranche salariale la plus élevée en Angleterre. Il n'y a aucune gonzesse qui veut le faire et il n'y a aucune gonzesse qui peut le faire. Parce que c'est un métier difficile, parce que c'est un métier qui demande une compétence de chantier, une compétence de terrain. C'est un métier où on gère de vrais hommes. Un directeur de travaux, c'est pas un mec qui envoie des mails cachés derrière son ordinateur, qui fait du harcèlement moral à ses salariés. Oui, il faut que tu fasses ci, il faut que tu fasses ça. T'as des échafaudeurs, t'as des mecs qui posent des parpaings. Le mec, tu lui envoies un mail méchant, il débarque dans ton bureau, il te fout un coup de pelle dans la gueule. Les chantiers, c'est pas le marketing, c'est pas le métier du tertiaire. Donc, si tu parles mal à un mec sur un chantier, prépare-toi à te prendre un coup de pelle dans la gueule. Et c'est pour ça qu'en général, les directeurs de travaux, c'est des mecs solides, qui savent parler aux gens, qui n'ont pas peur de la violence physique parce que ça peut arriver, qui n'ont pas peur aussi d'être confrontés à des accidents. T'as un mec qui tombe du 5e étage, qui s'éclate le crâne au sol, faut que t'appelles les pompiers, t'appelles les urgences, que tu gères cette merde. Faut savoir que quand t'as un accident sur ton chantier, tu finis en garde à vue, que tu sois responsable ou pas. Mais la marche à suivre, c'est que dès que la police arrive pour enquêter, la première chose qu'on fait, c'est qu'on prend le directeur de travaux ou le chef de chantier, le mec qui est présent, on le met en garde à vue et on l'interroge pour savoir ce qui s'est passé, où il était, comment c'est arrivé. Donc c'est un métier qu'aucune gonzesse ne peut faire. La gonzesse directeur de travaux, t'as la police qui arrive parce que t'as eu un accident sur ton chantier pour t'emmener en garde à vue, je peux te dire que le jour d'après, elle a démissionné, elle a compris que c'était pas pour elle. Ou le jour où t'as un mec à qui t'as envoyé un mail un peu méchant, je sais pas, l'échafaudeur ou le maçon, les métiers un peu rustres, un peu durs, t'as un mec qui débarque dans ton bureau avec une pelle. J'ai déjà assisté à ce genre de scène. Tu comprends tout de suite qu'on n'est pas dans du marketing de petites salopes. Quand tu parles mal aux gens, il y a des conséquences physiques dans ces métiers-là. Et quand le mec débarque dans ton bureau avec une pelle, t'as pas beaucoup d'options. Là, tu peux pas envoyer de mail, tu peux pas faire de rapport, tu peux pas faire de tableau Excel. Tu fermes ta gueule et tu t'excuses. Et voilà la raison pour laquelle les femmes ne feront jamais ces métiers-là. C'est un métier de bonhomme et il faut le reconnaître. Faut pas essayer de s'inventer des égalités parce que le réalisme va vite te rattraper et tu vas comprendre la vie. Un peu comme le faisait l'armée à l'époque, et je considère que c'est un drame d'avoir supprimé l'armée, c'est un drame. C'est un drame parce que l'armée, c'était justement le moment où tu étais confronté à la réalité. Tu sors un peu du milieu du marketing, du mail, de toutes ces conneries
où les gens se cachent l'hypocrisie du bureau et du tertiaire, et t'es confronté pendant 1 an aux vraies interactions physiques, à la réalité du monde, t'es confronté à la violence et tu sais ce que c'est. Et 1 an à l'armée, je pense que ça permettait de forger des mentalités, de forger des hommes avant de les jeter dans le milieu du travail, dans le milieu du tertiaire, dans tous ces petits boulots de soumises fatiguées. Et donc, après avoir demandé cette espèce d'égalité parfaite qui n'existe pas entre hommes et femmes, eh bien, les féministes s'attaquent à un autre registre. Maintenant, elles sont en train de s'attaquer à ce qui est dégradant, ce qui n'est pas dégradant. Avant, elles s'occupaient des hommes. Maintenant, les féministes commencent à s'occuper des femmes. Et pas n'importe quelle femme. Elles commencent à s'occuper des jolies femmes. Elles commencent à mettre les jolies femmes au chômage. Elles commencent à mettre les femmes féminines, belles, élégantes, au chômage. Pourquoi ? Parce qu'elle les déteste. La petite grosse déteste les jolies femmes. C'est comme ça. Et le bout du féminisme, la fin de l'histoire, eh bien, mon analyse, c'est que c'est les femmes qui vont en payer le prix. À la fin de cette dégénérescence, c'est les femmes qui vont en payer le prix parce qu'elles vont se retrouver face à un monde où les hommes ne veulent plus d'elles parce que c'est devenu trop compliqué, trop risqué, où peut-être qu'on sera dans un monde de l'utérus artificiel, parce qu'aujourd'hui, faut être honnête, pourquoi un homme s'associe à une femme ? La simple raison pour laquelle un homme s'associe encore à une femme, c'est 1, le sexe, 2, la procréation. Fais un exercice mental, là, toi qui m'écoutes. Pense à ta copine ou à ta femme. Pense à elle comme ça, de façon très précise. Imagine que 1, elle ne baisse plus, que 2, elle ne peut pas te faire de gamin, ou elle ne peut pas avoir de gamin. Imagine ces 2 conditions. Tu n'as plus de sexe avec elle, plus rien, et elle ne peut pas avoir de gamin. Combien de temps tu restes avec elle ? Si moi je dois répondre à cette question, c'est 0. 0 secondes, 0 minutes. Une femme qui ne t'accorde pas de rapport sexuel et qui en plus ne peut pas te donner d'enfant, c'est 0. Je ne discute pas d'ingénierie avec les femmes, je ne discute pas philosophie, parce qu'on n'est jamais sur la même longueur d'onde. Elles ont tendance à être un peu trop à gauche pour moi, alors que moi je suis complètement à droite, économiquement, philosophiquement, culturellement, je suis complètement à droite, parfois même à l'extrême droite sur certains sujets, mais pas l'extrême droite française, plutôt l'extrême droite britannique. Je suis plus un UKIP qu'un Front National. Le problème de l'extrême droite française, c'est que c'est une extrême droite au niveau du racisme uniquement, mais c'est du communisme au niveau économique. L'extrême droite française, c'est un peu ça, son problème, c'est que c'est de la gauchiasse qui ne s'occupe que des questions du racisme. D'ailleurs, c'est assez marrant de voir que ce sont souvent les ouvriers qui basculent Front National. Ce sont souvent les ouvriers oubliés de la gauche ou de l'extrême gauche qui basculent Front National. Alors que l'extrême droite britannique, c'est une extrême droite économique. Le UKIP, le plan du UKIP pendant les 10 dernières années, c'était de sortir de l'Union européenne et de transformer le Royaume-Uni en paradis fiscal. C'est de baisser les impôts, d'encourager l'entrepreneuriat, de dégager tous les gens qui ne sont pas là pour travailler, de dégager les feignasses, de dégager les gauchiasses. C'est une extrême droite économique. On veut les meilleurs, on veut les plus forts, on veut ceux qui travaillent, on veut ceux qui savent créer, on veut ceux qui savent entreprendre. Et la différence entre Nigel Farage et Marine Le Pen, c'est que Nigel Farage te dit « Je m'en fous de ta couleur de peau, de ton origine. Ce que je te dis, c'est que tu toucheras 0 en aide sociale, 0. Le Royaume-Uni te donne 0. Par contre, si tu veux bosser, si tu veux te lever le matin, si tu veux me montrer ce que tu sais faire, là, t'es le bienvenu. Ici, c'est un pays de bosseurs, c'est un pays de courageux. Si tu veux de la gauchiasserie, tu vas en Suède, tu vas en France, mais ici, c'est un pays de bosseurs. Et ça, c'est la ligne de Nigel Farage. Alors que le Front National, c'est les questions raciales, c'est oui, on veut plus d'immigrés, machin, on va fermer les frontières, on va machin. Et tu poses la question, mais économiquement, tu fais quoi ? Tu fais quoi à ces 70% d'impôts ? Tu fais quoi à ce massacre des entrepreneurs ? Tu fais quoi à ce pays de gauchias qui est en train de jeter tous les gens qui réfléchissent à la mer? Tu t'en fais quoi de ça? Eh bien, Front National n'a pas de réponse. Front National, c'est les aides sociales, c'est on continue dans le même truc, forcément. S'ils se font élire par la gauchiasse, par les ouvriers, ils ne peuvent pas avoir de ligne économique de droite. Donc c'est une particularité de l'extrême droite française, c'est que c'est une extrême droite sociale. C'est un logiciel assez hybride, assez bizarre, qu'on retrouve rarement dans le monde anglo-saxon.
C'est une extrême droite sur le plan migratoire, sur le plan racial, si on veut, sur ces questions-là, c'est une extrême droite. Mais sur les questions économiques, c'est une extrême gauche. C'est presque des communistes, les mecs. Le programme économique de Marine Le Pen me fait froid dans le dos. Il n'y a pas une ligne sur les impôts, il n'y a pas une ligne sur les impôts des entreprises, il n'y a pas une ligne sur la quantité d'aide sociale versée. Il n'y a rien, à part une fois que tu as passé le chapitre immigration, une fois que tu as zappé ce chapitre-là, qu'on connaît maintenant, ça fait 30 ans que c'est le même sujet, qui est d'ailleurs, je ne dis pas qu'il n'a pas de sens, il y a beaucoup de choses que disait le FN au sujet de l'immigration qui se sont réalisées et qui font beaucoup de sens. Le problème, c'est que tu ne peux pas diriger un pays uniquement sur ces principes-là. Si tu n'as pas de programme économique qui va avec ton programme social ou ton programme migratoire, ben je suis désolé, tu peux pas gouverner. Tu ne peux pas gouverner sur la base de dire « je règle l'immigration ». Mais tu crois qu'une fois que tu as réglé l'immigration, tu vas vendre plus de bagnoles que les Allemands ? Tu crois qu'une fois que tu as réglé ça, tu seras plus compétitif que les Allemands ou que les Anglais sur le point de vue financier? Tu crois que tu vas transformer la défense en Wall Street ou en la City de Londres ou en Hong Kong parce que tu as réglé le problème migratoire? Une fois que tu as réglé le problème migratoire, les problèmes structurels de la France resteront les mêmes. Le fait qu'on ait beaucoup trop d'aide sociale, le fait qu'on ait un niveau d'imposition qui asphyxierait la plus grande entreprise du monde. Si Apple s'installe en France avec le niveau d'imposition qu'on a, Apple dépose le bilan en moins de 6 mois. Alors, ils ont une grosse trésorerie de 200 milliards. Ils vont peut-être tenir quelques années. Mais au bout du bout, Apple dépose le bilan. Tu survis pas dans un climat pareil. Et c'est pour ça que toutes les entreprises françaises qui réussissent finissent par s'implanter au Luxembourg, sortent un peu des frontières et grâce à l'Union européenne ou à cause de l'Union européenne, arrivent à faire des petites magouilles pour ne pas payer d'impôts en France. Mais les entreprises honnêtes, qui ne sont pas assez grosses pour aller se délocaliser et créer des firmes ailleurs, ben je ne sais pas comment ils font les mecs pour s'en sortir. J'en ai aucune idée. Et donc, pour répondre à la question initiale, tu trouveras très peu de points de convergence avec une femme si elle te prive de sexe et si elle te prive d'enfants. Et aujourd'hui, les femmes qui deviennent de plus en plus compliquées, de plus en plus difficiles, les rapports hommes-femmes sont... Avant, c'était, voilà, tu trouves une femme, tu lui fais des gamins, tu vis, tu bosses, et puis voilà. Ça coulait de source, on était dans la nature des choses. Aujourd'hui, ça devient compliqué. Ça devient extrêmement compliqué. Tu as plus de prise de tête avec les gonzesses que tu rencontres qu'au boulot. J'ai plus mal au crâne avec une meuf qu'avec 150 bonhommes sur un chantier. Et pour plusieurs raisons que je pourrais développer pendant des heures. Mais ce climat fera que peut-être que lorsqu'on aura des utérus artificiels, et ça commence, on a déjà une expérience concluante avec un utérus artificiel pour des grands prématurés chez les moutons. Ça commence à marcher chez les animaux et on se dira mais une fois qu'on sera passé à ça et qu'on aura développé des utérus artificiels de façon intégrale qui pourront créer des êtres humains, quelle sera pour un homme l'utilité d'une femme ? Surtout si elle ne baisse plus, surtout si elle ne veut plus jouer son rôle de femme. Et à la fin du fin, parce que l'homme a la clé de la technologie, l'homme a la clé du progrès, l'homme a la clé... Et je parle du progrès technologique, hein, pas du progrès social. C'est un peu la différence. Progrès chez femmes, c'est progrès social. Progrès chez les hommes, c'est progrès technologique. Les hommes pourront se débrouiller tout seuls. D'ailleurs, il y a des hommes qui vivent seuls dans une cabane au fin fond de la Nouvelle-Zélande. Tu trouveras pas beaucoup de femmes qui vivent seules dans une cabane dans un coin perdu. C'est un truc masculin, ça. L'ermite, le voyageur, c'est un truc masculin à l'origine. On accepte assez facilement notre solitude. Les femmes n'acceptent pas aussi facilement que les hommes leur solitude. Elles sont beaucoup plus sociales que nous, elles ont beaucoup plus besoin de l'autre que nous. Et les femmes hériteront de ce monde qu'elles auront contribué à construire. Et quelque part, pour étaler un peu cette réflexion, en général, les extrémismes font des victimes essentiellement au sein des populations qui ont vu naître ces mêmes extrémismes. Lorsqu'on y pense, le communisme a fait des victimes dans le monde communiste essentiellement concentrés autour du bloc soviétique. Et ceux qui ont souffert du communisme, c'est les peuples communistes
Le communisme n'a pas fait de victimes dans le monde capitaliste. Ceux qui ont crevé de faim, ceux qui sont morts de la faim ou du goulag ou de la violence policière ou de la violence militaire, eh bien c'est essentiellement les communistes. On dit que l'enfer est pavé de bonnes intentions. Le communisme a commencé comme un truc naïf, égalitariste et gentil. Le manifeste de Marx et Hegel, qui pose la base de l'idéologie communiste, explique de façon un peu naïve, un peu idéaliste, que la prise de conscience par les prolétaires de la lutte des classes mènera à une révolution et à l'appropriation des moyens de production par ces mêmes prolétaires. Sauf que ce que Marx n'a pas compris, c'est que la création de richesse ne peut venir que du génie individuel, que de la volonté de puissance telle que définie par Nietzsche, et non des masses que Nietzsche lui-même qualifie d'insignifiants. Le propre du génie créatif est qu'il ne peut pas être collectif. Donnez le contrôle d'Apple, par exemple, à ses salariés et vous verrez ce qu'ils en feront. Si Apple existe, c'est qu'il y a eu un homme, Steve Jobs, qui avait cette vision et qui l'a créée, qui l'a concrétisée. Un ensemble de masses ne peut pas générer de génie. Et le communisme a commencé comme un truc gentil, on va partager les richesses équitablement et on va se réapproprier les moyens de production. Donc les gens ont testé, ils ont dit mais c'est génial, mais quelle idée formidable, se partager les ressources de façon égale, mais quelle idée lumineuse. Et donc ils ont mis ça en application, ils ont viré le tsar et sa cour et les communistes ont pris le pouvoir. En 1917, le tsar, le régime tsariste a été renversé. Et pendant les premières années, forcément, dans un climat pareil, tous les riches, tous les producteurs, tous les gens qui réfléchissent, tous les gens qui créent la richesse se sauvent. Tu restes pas dans une ambiance pareille. Et au bout de quelques années, l'Union soviétique, finalement, commence à avoir des problèmes. Commence à avoir des problèmes de production, commence à avoir des problèmes économiques, commence à avoir des problèmes de richesse, de ressources. Et ce que les communistes ont réalisé, c'est que lorsqu'il n'y a plus de riches, il n'y a plus de richesse à se partager. C'est ça ce que la majorité de la gauchiasserie ne comprend pas. C'est que lorsque tu crois qu'en virant les riches, tu partageras la richesse équitablement, la réalité c'est que en virant les riches, il n'y aura plus de richesse à se partager. Et petit à petit, ce régime qui a commencé avec plein de bonnes intentions, on va tout partager, on va tout faire pareil, a commencé à avoir des difficultés pour nourrir sa population. Il y a eu quelques révoltes, il y a eu quelques opposants au parti, et ce rêve communiste a commencé à devenir plutôt un cauchemar dictatorial. On a commencé à enfermer les opposants au goulag, on a commencé à taper sur tous ceux qui n'étaient pas d'accord avec le régime, et la population, les gens ont commencé à dire mais il est passé où ce rêve égalitariste? Tous pareils, on partage la richesse. Et le parti a répondu il n'y a plus de richesse. C'est ça le problème. Le problème avec le partage de richesse, c'est qu'il faut qu'il y ait de la richesse à se partager. Pourquoi on a réussi en France à avoir ce rêve de partage de richesse? C'est qu'il y avait plein de petits entrepreneurs qui créaient de la richesse. L'agriculteur, le notaire, le pharmacien, le fromager. La France, c'est un pays de petits entrepreneurs à la base. C'est pas un pays de salariés, c'est devenu un pays de salariés. Mais à la base, c'est un tissu formidable de petits artisans et de petits entrepreneurs qui faisaient la richesse de ce pays. Et d'ailleurs, tous les communistes français vivaient en France. Les Sartre et compagnie, ça se baladait au Café Flore, ça vivait en France, pays capitaliste, pays riche parce que capitaliste, et ça prêchait le communisme. Et d'ailleurs, toutes les gauchias d'aujourd'hui qui prônent le communisme, qui prônent le socialisme, ne pourraient pas vivre dans un pays communiste. Essayez d'aller vivre en Corée du Nord, essayez d'aller vivre au Venezuela, essayez d'aller vivre dans tous ces pays qui ont eu le rêve communiste. Vous aurez compris que c'est impossible. C'est impossible parce que le communisme génère la misère. Et pourquoi le communisme génère la misère? Parce que le génie n'est pas collectif. La volonté de puissance, le génie est individuel. C'est des individus éclairés, des individus motivés, ou par leur expérience de vie, ou par une vision, ou par leur génétique, qui ont envie de
créer plus que les autres, de se lever plus tôt que les autres, de faire plus de choses que les autres. C'est une nature de ces gens-là à le faire. Et ces gens ne le font que s'ils sont sûrs de récolter le fruit de leur travail. Mais dès que tu dis à un génie créateur, vas-y, bosse, par contre, tout ce que tu gagnes, on va le diviser équitablement sur la masse des insignifiants. Tous ces gens-là qui glandent rien, eh bien, une fois que tu auras produit de la richesse, on va tout partager équitablement avec eux. Moi, tu me dis ça, je sors pas de chez moi le matin. Tu me dis ça, je bouge pas, je m'allonge, je mets Cyril Hanouna et je regarde la télé. Et l'échec de l'idéologie communiste est là. Et le communisme, c'est une idéologie, encore une fois, c'est un extrémisme qui a fait des victimes dans le monde communiste. C'est ça qui est intéressant à comprendre dans les extrémismes, et on peut étaler ça à l'extrémisme islamiste, par exemple. Il faut savoir que le terrorisme islamiste a tué essentiellement des musulmans. 90% des morts de l'islamisme, direct ou indirect, sont des morts des pays musulmans. La Syrie, c'est 400 000 morts, essentiellement des musulmans. L'Irak, je sais plus, on en est peut-être à 1 million de morts, essentiellement des musulmans. La guerre civile en Algérie, 150 000 morts, essentiellement des musulmans. Et c'est assez intéressant, toutes ces guerres qui sont pour certaines exclusivement des guerres civiles, comme la guerre civile algérienne des années 90, et pour d'autres, c'est un mélange de guerre civile et d'influences étrangères. Et il faut savoir que dans ces guerres civiles, ce n'est pas des musulmans, c'est pas des guerres civiles religieuses, c'est pas des musulmans qui tuaient des chrétiens, ou des musulmans qui tuaient des juifs, ou des musulmans qui tuaient des non-croyants, c'est des musulmans qui tuaient d'autres musulmans. Et vous allez me dire, mais comment ça se fait? C'est quoi le délire? Pourquoi tuer un autre musulman qui a la même foi, la même croyance? On comprend la logique, même si on ne la valide pas, mais on comprend la logique de ces tarés d'aller tuer quelqu'un qui est d'une autre foi. C'est le principe même de la guerre religieuse. Tu considères que l'autre, il n'a pas les mêmes croyances, donc tu vas lui régler son compte. Mais pourquoi des gens de la même foi s'entretuent pendant des années? Pourquoi un musulman va aller égorger, parce que c'est le terme, c'est le modus operandi, égorger un autre musulman? Eh bien, pour le musulman extrémiste, pour le radicaliser, il faut comprendre que même l'autre musulman n'est pas suffisamment musulman. Pour le radicaliser, le musulman qui n'a pas pris les armes, le musulman du quotidien qui va à ses affaires, qui n'est pas spécialement engagé dans ces histoires, pour le radicaliser, ce musulman-là, qui ne veut pas faire la guerre sainte, n'est pas un bon musulman. Et donc, il faut l'éliminer au même titre qu'il faut éliminer le chrétien, le juif, le non-croyant, etc. Et lorsqu'on y pense, c'est dingue. C'est dingue, c'est terrifiant, c'est illogique. Quand on prend l'exemple de la guerre civile en Algérie dans les années 90, c'est dans le même pays, des gens de la même foi, tous musulmans, qui se sont égorgés pendant 10 ans. Parce qu'une minorité de musulmans extrémisés, radicalisés, considérait que les autres qui avaient pris le côté de l'armée, le côté de l'État, étaient contre eux et qu'ils étaient tous à exterminer. Et tout ça avait commencé dans la bonne humeur. Faut savoir que, à la base, le parti islamiste algérien avait été presque mis au pouvoir par les Algériens eux-mêmes. Ils ont voté pour le parti islamiste, ils l'ont mis au pouvoir, comme ça s'est fait aussi en Tunisie, comme ça s'est fait dans beaucoup de pays musulmans. Et ces mêmes islamistes, une fois qu'ils ont été chassés par l'armée ou que les choses ne se passent pas comme elles devaient se passer, prennent les armes et se retournent contre leur propre population. Et c'est ce qu'on peut voir partout où l'islam dégénère, partout où l'islamisme s'installe, que ce soit l'Irak, la Syrie, l'Algérie. La Tunisie n'a peut-être pas connu le même niveau de violence. On va dire que les printemps arabes, où le printemps arabe a été contrôlé en Tunisie, il a complètement dégénéré en Libye, mais la Libye c'est un peu compliqué. Pour moi c'est 100% des interventions étrangères, françaises, britanniques et américaines pour des questions énergétiques. Mais mon but, c'est pas de parler d'islamisme pendant des heures, c'est d'expliquer que les extrémismes font des victimes
au sein de la population qui les a vus naître ou au sein de la population qui leur a donné le pouvoir. Et donc, l'islamisme fait des victimes dans les pays musulmans, le communisme fait des victimes dans les pays communistes, et le féminisme fera des victimes dans les pays féministes, parce que petit à petit, l'idéologie qui se radicalise se retourne contre ceux qui l'ont vu naître, et on le voit déjà aujourd'hui, le féminisme se retourne contre les femmes. Alors pour le moment, c'est contre les jolies femmes, celles qui sont concernées, c'est les hôtesses, c'est les jolies gonzesses, qu'on interdit de faire ce métier facile parce qu'il serait apparemment dégradant, qu'on va pousser vers les petits boulots, qu'on va peut-être pousser vers la prostitution, parce que une femme, une hôtesse jolie, qui arrivait à travailler grâce à son corps, mais dans des conditions plutôt agréables, l'hôtesse, on va pas dire que c'est de la prostitution. T'es debout sur un podium, t'es habillé, souvent, très souvent, de façon élégante, du moins pour le Tour de France. Il n'y a rien de plus... c'était presque poétique, en fait. C'est une jolie femme qui remet un bouquet de fleurs à un athlète qui lui fait la bise. Il n'y avait rien de... Ouais, c'est presque poétique, j'ai envie de dire. Mais on commence à interdire ces choses-là. Et aujourd'hui, les féministes sont en train de prendre le pouvoir, de mettre la main et de décider ce qui est dégradant et ce qui ne l'est pas. Parce qu'encore une fois, c'est subjectif. Qui décide? Sur quelle base? C'est pour ça que c'est dangereux, parce que si on laisse faire ces femmes, si on les laisse agir sur des critères subjectifs, ça devient dangereux, parce que demain, elles décideront d'autre chose. Si c'est à elles de décider ce qui est dégradant et ce qui ne l'est pas, ben c'est la porte ouverte à plein d'autres choses. Demain, elles pourront imposer un quota pour les pilotes d'avion. Elles pourront dire qu'il faut que 50% des pilotes d'avion soient des femmes, alors qu'on sait que l'aviation, ça attire essentiellement des hommes, pas uniquement en raison des compétences intellectuelles et des compétences physiques, mais aussi en raison de la pénibilité du travail, des décalages horaires, du fait de ne jamais être à la maison. C'est plus facile pour un pilote qui gagne bien sa vie d'avoir sa femme qui est mère au foyer, qui s'occupe des gamins. Lui, il peut aller voyager, gambader, ramener du fric, même s'il est 2-3 jours obligé de dormir à New York, à Tokyo, je ne sais où. Il rentre à la maison une fois par semaine, ça suffit largement. La famille peut survivre, surtout si tu ramènes 10 000, 12 000, 15 000 balles par mois. T'en as rien à foutre, ta femme peut rester à la maison. Une femme pilote est une femme qui met une croix sur sa vie de femme. Donc si on impose un quota pour les pilotes par exemple, il y aura plus de pilotes, il y aura plein de postes vacants, parce que les femmes ne vont pas se jeter sur ce métier qui est difficile au niveau des études, au niveau des capacités physiques. Il faut savoir que les hommes ont une vision lointaine beaucoup plus développée que celle des femmes. Les femmes ont probablement une vision de près plus développée. Mais la raison, c'est que l'homme est un chasseur. La femme n'a jamais été un chasseur. Et la vision lointaine a été développée chez l'homme au fur et à mesure des siècles, des millénaires, parce que le chasseur a besoin de voir loin. Et donc, rien qu'au niveau des compétences physiques, des capacités physiques du pilote, il surpasse. Et surpasse naturellement la femme. Et déjà, il y aura peut-être quelques femmes qui auront ces capacités, mais elles seront une minorité. Et dans cette minorité, il faut trouver celles qui voudront renoncer à leur vie familiale, à leur vie de femme, à leur vie de mère, parce que la vie d'un pilote, c'est pas une vie facile, c'est une vie de décalage horaire, c'est une vie de nuit blanche, c'est une vie hors de la maison. Donc un homme peut faire ça naturellement. De toute façon, l'homme par nature, c'est le chasseur, c'est celui qui part. Et du moment que tu ramènes assez de ressources, je te garantis que une femme préfère te voir une fois par semaine si tu ramènes 15 000 balles par mois que de te voir 7 jours sur 7 si tu es un ouvrier qui ramène un SMIC. Ne t'inquiète pas, ta gonzesse ne te quittera pas. Elle préfère largement se dire « Mon mari, c'est un héros, c'est un pilote qui fait le tour du monde et qui me ramène 15 000 balles par mois, et moi je peux rester à la maison, m'occuper des gamins, etc. » que de se dire, je te rassure, elle va pas se dire « Waouh, mon mari, il est là tous les jours. C'est un smicard, il est à la maison tous les jours, tous les soirs. » 19h pétante, il est à la maison. Elle ne se plaindra pas, ne t'inquiète pas. Elle préférera avoir un pilote qui ramène de la ressource, qui peut lui offrir un certain niveau de vie, plutôt que d'avoir le smicard tous les jours à la maison. Et donc, par la perspective ou vue par un homme, c'est acceptable ou c'est faisable. Par contre, un homme qui a sa femme
qui fait le tour du monde et qui rentre à la maison 1, 2 ou 3 soirs par semaine, c'est un peu plus compliqué pour un mec. C'est un peu plus compliqué. À moins que tu aies envie de faire du cocooning et de t'occuper des gamins à la maison, c'est pas le même délire. Et c'est pour ça que je considère que cette démarche est dangereuse parce qu'elle est basée sur rien. Elle n'est basée sur aucun critère rationnel. C'est une gonzesse, je sais pas, Marlène Schiappa ou je sais plus qui au-dessus a décidé de ça, qui a dit ce métier est dégradant, il faut arrêter. Et donc elle a foutu je ne sais combien d'hôtesses au chômage aujourd'hui. Si tu comptes toutes les gonzesses de la Formule 1 qui font plus les grilles de départ et tu comptes les gonzesses du Tour de France qui aussi sont au chômage, je sais pas ce qu'elles vont faire ces femmes. Peut-être qu'on va les retrouver sur OnlyFans, peut-être qu'il faut taper OnlyFans Tour de France, vous allez trouver une hôtesse qui a ouvert un compte. Je sais pas, qu'est-ce qu'il leur reste comme choix ? Les petits boulots, caissières, vendeuses, c'est ça qu'elles vont faire ? Être payées 3 fois, 4 fois, 5 fois moins pour faire la potiche. Parce que vendeuse, c'est quoi ? T'es debout, tu fais la potiche. Tu vends des jeans, des slips, des machins. Est-ce que c'est moins dégradant ça que de remettre un bouquet de fleurs à un gagnant du Tour de France ? Ça, être debout, faire la potiche dans un magasin, pour Marlène Schiappa, c'est moins dégradant que d'être sur le podium du Tour de France ou sur le départ du Grand Prix de Monaco. Faut comprendre qu'il y a un truc qui va pas dans leur cervelle. Et à la fin de cette histoire, je ne sais pas combien de temps ça prendra, mais je suis convaincu que à la fin de cette histoire, à la fin du fin, je ne sais pas si ça prendra des années, des siècles, je ne sais pas, mais quand on arrivera au bout du bout, eh bien on vivra dans le meilleur des mondes, mais pas le meilleur des mondes au sens propre, mais plutôt le meilleur des mondes au sens d'Aldous Huxley. On s'est souvent demandé, mais qui de Orwell, 1984, ou Huxley, le meilleur des mondes, Brave New World, ressemblera le plus à la réalité ? Et je pense qu'en fait, on s'éloigne de plus en plus de 1984, de George Orwell, même si à quelques égards ou à quelques éléments près, on y est, mais à la fin du fin, on tend vers The Brave New World d'Aldous Huxley, le monde des utérus artificiels, des êtres humains génétiquement sélectionnés, de la fin de la procréation par la nature, de l'homme qui pénètre la femme, mais par une procréation contrôlée, avec une sélection des gènes pour produire des classes d'individus utiles qui auront chacun leur rôle propre dans la société. Et grâce aux féministes, nous allons donc vers le meilleur des mondes. Voyons ce que ce monde donnera. Je ne serai certainement pas là pour le voir, mais j'ai déjà quelques idées, ou je sais à peu près déjà à quoi il ressemblera. Voilà pour aujourd'hui. Et que dire d'autre ? Eh bien, comme à mon habitude, prenez soin de vous et à très bientôt.